Ça fonctionne là du coup? Ah bon? Marche pas. Bon, bah écoutez, on va quand même commencer. Donc, on avait prévu effectivement une réunion en présentiel et je vous remercie vraiment d'être présent ce soir. On sait les conditions, c'est difficile. En tout cas, vous êtes là et vous allez pouvoir avoir cette réunion en direct. On avait prévu une réunion aussi en direct sur YouTube. Et voilà, la technologie nous empêche aujourd'hui de le faire. Mais la réunion sera comment on dit, rediffusée. Voilà, sera diffusée à partir de demain dans les meilleurs délais. Donc, bonsoir à tous. Je vous remercie vraiment d'être là. Je vous souhaite déjà mes meilleurs voeux pour l'année 2022, avec tout ce que vous souhaitez et tout ce qu'on souhaite aussi pour l'ensemble des gens qui nous entourent. Donc, ce soir, c'est une réunion publique d'information sur la traduction réglementaire de notre PADD, donc projet d'aménagement et de développement durable, qu'on avait donc voté en décembre 2019, mais Marjorie en reparlera. Et donc aujourd'hui, on en est à la transcription de ce règlement qu'on souhaite pour les années à venir, sachant que le PLU qui existait datait de 2006. Depuis, la ville a évolué, la population a augmenté et surtout les exigences environnementales sont aussi très importantes et on est aussi très engagé. Je dirais juste un petit mot, parce que déjà qu'on a perdu 20 minutes, je ne vais pas palabrer et vous raconter non plus. Vous dire quand même que nous sommes très engagés sur un pied dans la ville, l'autre dans la nature. C'était là-dessus qu'on s'est engagé, nous, au niveau de notre politique communale. C'est le titre, vous le reverrez dans notre PLU, parce que pour nous, c'était important justement de pouvoir garder cette nature en ville, proche de la ville, avec une ville quand même qui existe, à côté, dans une agglomération qui est quand même très dynamique, mais qui a aussi une urbanisation importante. Donc notre souhait, c'est vraiment de maîtriser l'urbanisation et de permettre à tous ces habitants de vivre aussi dans la nature qui est proche. Donc c'est ces deux axes que nous souhaitons dans notre commune, avec aussi un dynamisme qu'on souhaite conserver. Et je pense bien sûr à tout le volet économique aussi qu'on se doit de développer sur notre commune. Donc je suis accompagnée de Marjorie Le Diourion, donc urbaniste à Territoire Demain, donc le cabinet Territoire Demain qui nous accompagne depuis quelques années. Marianne Struffi, responsable de l'aménagement du territoire sur la commune de Villagrand. Johan Bontemps, conseiller délégué à l'urbanisme, et moi-même, donc maire de la commune. Donc je vais laisser la parole à Marjorie pour la suite. Merci. Alors bonsoir à tous. Je ne sais pas si ça fonctionne. Si vous m'entendez, je n'ai pas l'impression que Oui, si c'est bon, parfait. Donc voilà, comme l'indiquait Madame le maire à l'instant, effectivement, c'est la troisième séance de présentation, donc troisième réunion publique, où on va pouvoir aborder un petit peu, vous présenter l'aménagement et de développement durable. On s'était donc déjà réunis autour de ce sujet-là précédemment. Et en fonction donc, de ce projet politique, vont ensuite découler différentes règles qui vont s'appliquer et qui vont venir encadrer la constructibilité sur la commune, ainsi qu'apporter des mesures de préservation de l'environnement, du paysage par exemple. Donc ces différentes règles, on va les retrouver aussi bien donc, dans le plan de zonage, qui va comporter donc, les différentes zones et puis éventuellement des secteurs bien définis. On va venir apporter des précisions supplémentaires sur la manière dont on va pouvoir aménager le secteur qui a été identifié. Chacune de ces règles va ensuite trouver une justification dans un document qu'on appelle donc le rapport de présentation. Et puis on retrouve également associés donc différentes annexes qui vont apporter des éléments supplémentaires que l'État notamment souhaite porter à la connaissance des différents pétitionnaires. Donc on retrouve au titre des annexes tout ce qui est servitude d'utilité publique, tout ce qui est plan de prévention des risques par exemple, donc différents éléments
que l'État et que la collectivité se doit de porter à la connaissance donc, des porteurs de projets en complément des règles d'urbanisme qui s'appliquent sur la commune. Et puis on évoquait aussi en préambule l'importance de l'environnement. On va retrouver donc dans le rapport de présentation ce qu'on appelle une évaluation environnementale. Et donc, il y a un bureau d'études qui est spécialisé sur ces éléments-là, qui avait tout d'abord dressé un état initial de l'environnement, donc regarder en instant T quels sont les différents atouts du territoire. Et ensuite, on va venir évaluer l'ensemble du projet de PLU qui est présenté et voir quel pourrait être son impact sur l'environnement. Donc, on va essayer d'analyser l'ensemble des incidences potentielles sur l'environnement par rapport donc, aux règles que l'on souhaite mettre en place. Et puis, le cas échéant, prévoir soit des mesures de réduction ou éventuellement de compensation des différentes incidences qui pourraient découler de la mise en œuvre du projet qu'on peut avoir sur une commune. Donc cette phase-là, aujourd'hui, elle est quasiment finalisée. On est dans les dernières parties de rédaction du rapport. Et ce qui ressort pour l'instant donc, de cette évaluation environnementale, c'est qu'on a de nombreux atouts sur le territoire. On va le voir, on va en présenter certains dans la suite de la présentation. Mais le point le plus important, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de prévoir de mesures de compensation, puisqu'en réalité, on ne va pas détériorer d'espaces avec une sensibilité écologique particulière. Donc on a vraiment un développement de l'urbanisation qui va se limiter aux espaces qui sont déjà artificialisés et on va conserver la totalité des espaces naturels ou agricoles qui existent sur la commune. Donc à ce titre-là, le document de PLU qui va vous être présenté est extrêmement vertueux puisqu'en réalité, on devance déjà un petit peu les attentes du législateur qui nous demande d'aller à terme ou à l'horizon 2050 maintenant vers des objectifs de zéro artificialisation nette. On y est déjà quasiment sur la commune de Ville-Lagrand. Donc en ce titre-là, vous avez un document, vous aurez prochainement un document d'urbanisme qui sera extrêmement vertueux. Donc par rapport à chacun donc, des différentes pièces qui sont proposées, on a donc engagé une procédure qui vise à élaborer donc, chacune de ces pièces avec donc, tout d'abord une procédure qui a été engagée avec une délibération de prescription. On avait donc défini certaines modalités de concertation avec la population, notamment donc, les tenues de différentes réunions publiques. Donc c'est la troisième qui se tient ce soir. Dans le cadre donc, des différentes études, le diagnostic avait été fait. À la suite de ce diagnostic, on avait ensuite donc, défini certains enjeux pour le territoire qui avaient donc servi de base à l'élaboration des orientations du projet politique. Donc on est aujourd'hui quasiment à la fin de cette étape-là. On va pouvoir aller vers la phase d'arrêt du projet et puis ensuite va débuter une nouvelle phase de consultation avec l'enquête publique et ensuite on arrivera à l'approbation du PLU. Donc aujourd'hui, voilà, je le disais, on termine la phase de concertation avec cette troisième réunion publique et prochainement, donc, le conseil municipal va se réunir pour arrêter le projet, ce qu'on appelle arrêter le projet dans une procédure de révision. C'est poser le crayon, arrêter de travailler, de réfléchir. Et ensuite, donc, présenter le dossier à l'ensemble des personnes publiques associées à la procédure, donc sont le conseil régional, le conseil départemental, les services de l'État à travers la préfecture et les services de la DDT, les différentes chambres consulaires également, donc la chambre d'agriculture, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre des métiers et de l'artisanat, les communes voisines ainsi que l'agglo. Et donc chacun va pouvoir émettre un avis sur le dossier qui va lui être soumis, donc dans le cadre d'une phase de consultation. Et après la consultation des personnes publiques viendra la phase de consultation de la population, des différents acteurs du territoire, dans le cadre de l'enquête publique. Donc l'enquête publique, elle va durer 1 mois. Ensuite, le commissaire enquêteur va disposer d'1 mois pour rendre son rapport. Et à l'issue donc, de ces 2 mois incompressibles, le conseil municipal pourra ensuite approuver le document qui sera donc dès lors opposable. En termes de calendrier, donc l'arrêt de la procédure est prévu pour début février.
Les services de l'État, les différentes personnes publiques associées disposent d'un délai de 3 mois pour émettre leur avis dans le cadre de la consultation. Nous aurons ensuite 2 mois, donc 1 mois d'enquête publique, puis 1 mois pour que le commissaire enquêteur rende son rapport, ce qui nous permettra d'avoir un document approuvé d'ici la fin juillet 2022. Donc voilà un petit peu pour rappel les grandes étapes qu'il nous reste donc encore à parcourir jusqu'à l'approbation du PLU. Et donc, avant de pouvoir aller sur la phase prochaine d'arrêt, donc devant le conseil municipal, il nous reste aujourd'hui à vous présenter la traduction réglementaire du projet politique. Si l'on reprend très rapidement un petit peu l'organisation, en tout cas la structuration de la réflexion, on était parti donc d'un constat, comme on l'a évoqué, donc d'avoir une sorte, au niveau du diagnostic, un focus un peu particulier sur la commune, avec la mise en évidence de cette dualité, d'avoir à la fois donc un pied dans la ville, l'autre dans la nature. Autrement dit, vraiment cette position un peu stratégique de la commune comme sorte de trait d'union entre un cœur d'agglomération et d'autre part des espaces de pleine nature, des espaces récréatifs qui sont justement aux portes même de l'agglomération. Et cette position qui permet de relier et d'ouvrir des espaces très urbanisés sur des espaces naturels qui sont tout de suite, qui sont périphériques et immédiatement abordables. Donc par rapport à ce constat, donc sans rentrer dans les détails puisque ça avait déjà été présenté précédemment, on avait donc pu définir plusieurs enjeux qui ont ensuite guidé un petit peu la mise en œuvre du projet politique, à savoir donc la volonté de pouvoir réaffirmer la position de la commune dans ce contexte d'agglomération qui se structure, et l'objectif étant donc de pouvoir préserver le cadre de vie, notamment la place de la nature en ville, avec donc décliné sur différentes thématiques, aussi bien au niveau de la mobilité que la préservation de l'ouverture des paysages, que de l'encadrement de la politique urbaine ou la préservation des espaces agricoles, donc qui était parmi les points, on va dire, un petit peu prégnants du diagnostic qui avait été défini. Sur la base donc de ce diagnostic, le projet de territoire portait une ambition spécifique de pouvoir s'affirmer comme un territoire en transition. Et pour ce faire, 2 axes, on va dire un petit peu de réflexion qui avaient été suivis. Le premier qui porte donc sur la place de la nature en ville, avec l'objectif de pouvoir préserver vraiment le cadre de vie dans un contexte d'agglomération qui se structure, mais qui s'affiche aussi comme une agglomération durable. Et deuxième orientation politique, en complément de la première. Donc c'est plutôt traiter cette fois du positionnement stratégique à travers une identité urbaine à réaffirmer, et notamment donc par un pôle de centralité urbaine qu'il convient de pouvoir conforter dans un contexte d'agglomération multipolaire. Donc il y a vraiment des interactions fortes entre la commune de Ville-Lagrand et les territoires qui l'entourent, et donc voir comment est-ce qu'on peut articuler et mieux définir la place de Ville-Lagrand, aussi bien comme un pôle de vie, mais au sein d'un territoire qui est particulièrement dynamique. Donc voilà un petit peu pour le projet, on va dire, politique. Et puis ensuite, donc, on a traduit ce projet politique. Avant de rentrer dans le détail du dispositif réglementaire, juste peut-être vous présenter quelques éléments principaux qui ont évolué par rapport aux documents que vous avez aujourd'hui sur la commune. La première, vous allez la retrouver au niveau du règlement écrit, et c'est principalement au niveau de la structuration du règlement qu'on a fait donc évoluer un petit peu le rédactionnel. Donc Madame le maire l'évoquait tout à l'heure, le document qui est opposable aujourd'hui date de 2006. Depuis, la dynamique a un petit peu évolué, et en urbanisme, le législateur nous incite fortement à mettre en œuvre une démarche de projet, et donc de réfléchir un petit peu différemment sur la manière dont on va concevoir une demande d'urbanisation, que ce soit une demande de permis d'aménager, permis de construire ou déclaration. Et donc la structuration et la nomenclature du règlement écrit évolue un petit peu. Alors non pas dans la composante, dans le contenu, on va retrouver les mêmes types de règles, réexaminées par contre à l'échelle du nouveau projet qui est porté, mais surtout dans la manière dont vont être articulées les règles et dont elles vont être présentées au sein du document écrit.
Donc le premier groupe d'articles que vous allez trouver vous permettent de définir le secteur privilégié pour pouvoir implanter une construction. Et donc on va retrouver des articles 1 et des articles 2 au sein desquels on va apporter des informations sur les destinations ou les sous-destinations qui sont interdites ou qui sont autorisées sous certaines conditions. On va également retrouver des règles de mixité sociale ou mixité fonctionnelle qui peuvent être imposées. Et en fonction de ça, donc on va pouvoir choisir, selon le projet que l'on souhaite mettre en œuvre, le terrain qui serait le plus approprié pour pouvoir le réaliser. Une fois qu'on a donc défini ces éléments-là, on va ensuite regarder comment est-ce que la construction ou le projet peut s'intégrer dans son environnement. Et là, on va retrouver toutes les règles, alors aussi bien de hauteur que les règles d'emprise au sol, que des règles sur le stationnement, sur les abords de la construction, sur les retraits à respecter par rapport au domaine public, par rapport aux limites séparatives. Donc dans ce deuxième groupe de règles. Et puis enfin, troisième et dernier groupe de règles vont concerner toutes les conditions de raccordement aux différents réseaux et voiries qui sont disponibles donc, sur le terrain. Et là, on va retrouver donc, tout ce qui est conditions de desserte, notamment par les réseaux en eau, tout ce qui est alimentation en eau potable, donc eau pluviale par exemple, etc. Tout ce qui est réseau de télécommunications, tout ce qui est conditions de raccordement sur les différentes voiries notamment. Donc déjà, avant même de rentrer sur le fond, sur la forme, une première évolution du fait de cette révision sur la structuration même du règlement écrit. La deuxième évolution, au même niveau, mais cette fois sur le règlement graphique, va s'opérer dans la nomenclature qui a été retenue pour présenter les différentes zones, à savoir donc que la dénomination des zones a évolué, on va y revenir tout à l'heure, et puis on a également fait le choix de reporter sur 2 documents graphiques l'ensemble des prescriptions et des règles qui peuvent être proposées. Ce choix, on l'a fait parce que si on a beaucoup d'informations aujourd'hui à apporter et si jamais on superpose tous ces éléments, on a un document au final qui est assez peu lisible. Donc bien penser, quand vous serez amené à consulter le futur document, à bien consulter les deux cartes qui vont apporter chacune des informations complémentaires. Sur le premier, donc plus on va dire vulgairement le plan de zonage, on va retrouver tout ce qui est mesures relatives à la constructibilité, donc les différentes zones, mais on va également retrouver tout ce qui relève de certaines servitudes, tout ce qui relève d'emplacements réservés, tout ce qui est... On reviendra dans le détail tout à l'heure, je ne vais pas tout détailler maintenant. Et sur le second plan, tout ce qui est cette fois plutôt plan des périmètres avec des mesures de protection essentiellement liées à l'environnement ou au paysage. Là aussi, donc, on va les reprendre, alors pas entièrement parce qu'on pourrait y passer pratiquement la nuit, mais en tout cas vous donner les principales règles en fonction du projet politique. Et juste avant, donc je vous disais tout à l'heure que nous avions 2 types d'outils qu'on pouvait mettre en place, donc les règles qui s'imposent et que l'on doit impérativement respecter. Et puis on a un deuxième outil un petit peu plus léger parce qu'on a cette fois une petite marge d'appréciation et qui nous permet vraiment de mettre en œuvre cette dynamique de projet à travers les orientations d'aménagement et de programmation. Donc aussi bien sur des secteurs où là on va définir, notamment dans une perspective de renouvellement urbain et d'optimisation de l'utilisation de l'espace, on a identifié différents secteurs un peu stratégiques de par leur positionnement ou par ses capacités de renouvellement urbain. Et donc pour chacun de ces 6 secteurs, des règles bien particulières sur l'implantation des futures constructions qui devront être respectées, des règles par rapport au maintien d'un certain degré ou certain niveau d'espace vert ou d'espace perméable dans ces nouvelles opérations, des règles par rapport au positionnement d'espaces verts et collectifs, des règles par rapport aux voies d'accès, ou en tout cas des voies d'implantation, le fait de devoir prévoir dans certaines opérations également des jardins partagés, par exemple. Voilà, tous ces éléments
qui ne trouvent pas tout à fait leur place dans un règlement écrit et qui pour autant concourent vraiment à la qualité du projet urbain qui va être proposé, du projet de vie au final pour les habitants de ces futurs secteurs, et donc qui encadrent un petit peu sorte de cahier des charges que les futurs pétitionnaires devront respecter pour garantir une cohérence entre toutes les opérations qui peuvent être menées à l'échelle de la commune. Donc voilà, sur ces secteurs, on va dire plus opérationnels, on a également une OAP alors un petit peu différente alors sur le périmètre de la ZAC, un tout petit peu élargi. Donc ce qu'on appelle une OAP de secteur d'aménagement, puisqu'on a déjà donc un règlement spécifique à la ZAC avec un dossier de réalisation qui lui est attribué, qui lui est associé. On a la possibilité dans un document d'urbanisme de soustraire ce périmètre aux règles classiques du PLU et de faire en sorte que ce soit les règles de la ZAC qui guident l'aménagement futur de ce secteur. Donc un secteur dit sans règlement, donc deux secteurs d'aménagement autour de la ZAC. Et puis, troisième point au niveau de ces OAP, et donc là c'est quelque chose qui n'existe pas encore dans votre document d'urbanisme et du coup la révision va être l'opportunité de pouvoir venir vraiment enrichir ce document avec une orientation d'aménagement dite patrimoniale pour des thématiques qui sont un peu plus transversales, qui ne vont pas s'appliquer sur un périmètre défini, mais vraiment sur la totalité du territoire communal. Et donc là, on va pouvoir traiter à la fois tout ce qui est trame verte et bleue, tout ce qui est relatif à l'identité culturelle. Alors on entend par identité culturelle tout ce qui relève du paysage, donc, et puis du bâti patrimonial de la commune, et puis différents éléments plutôt cette fois relatifs à l'écologie urbaine. Donc pour les OAP sectorielles, on en a 6 qui sont identifiés. La plupart donc sont localisés dans les secteurs que le SCOT, donc le schéma de cohérence territoriale d'Annemasse Agglo, qui a été approuvé au mois de septembre dernier. Donc c'est un document que le PLU se doit impérativement de respecter. Et donc dans ce grand document cadre, on a des secteurs préférentiels pour développer l'urbanisation. Et on doit donc en priorité organiser l'évolution future de la commune sur ces secteurs-là. Donc par rapport à ces secteurs préférentiels qui ont été définis, par rapport à une analyse aussi du territoire, et par rapport, donc on l'évoquait tout à l'heure, aux enjeux notamment de renouvellement urbain, on a identifié donc ces 6 secteurs qui feront donc l'objet d'orientation, d'aménagement et de programmation un peu plus détaillées. Le secteur donc d'aménagement, donc secteur sans règlement sur le périmètre de la ZAC, un tout petit peu agrandi. Alors, voilà. Donc donc un tout petit peu agrandi par rapport au périmètre existant de la ZAC pour avoir vraiment une continuité avec la rue Albert-Hénon qui est ici. Et donc sur ce secteur, voilà, on va revenir aux règles de la ZAC, donc complétées pour le Ténement du Nord. En matière donc d'OAP patrimoniale, je le disais, donc ce sont des éléments qu'on a plus de mal à inscrire dans un document réglementaire, notamment alors tout ce qui relève du traitement donc de la trame verte et bleue. Donc au niveau aussi bien des zones humides, donc on réglemente et on interdit toutes les évolutions des zones humides qui pourraient venir altérer la sensibilité du milieu, et éventuellement remettre en question la pérennité de certaines espèces qui sont présentes sur le site par exemple. Pour autant, on ne peut pas aller au-delà de ces interdictions au niveau du règlement. Donc le fait de l'intégrer par exemple dans les OAP, ça nous permet d'apporter des éléments complémentaires et d'expliquer que les seuls aménagements qui pourraient être admis, ce seraient éventuellement des aménagements avec une vocation pédagogique, avec pourquoi pas des éléments de sensibilisation aux espèces qui sont présentes sur le milieu ou au fonctionnement hydrologique du site, etc. Donc voilà un petit peu l'articulation entre le règlement d'un côté et puis l'OAP patrimoniale de l'autre. Donc autour de cette première fiche action, on va retrouver tous les éléments donc relatifs, alors je le disais, aux zones humides, mais également aux cours d'eau, aux aménagements possibles sur les berges des cours d'eau, tout ce qui relève des réservoirs de biodiversité,
Et puis également tout ce qui est continuité écologique. On le disait aussi tout à l'heure, on n'a pas réfléchi simplement à l'échelle de la commune, mais bien à l'échelle d'un territoire plus large. Et quand on a un corridor écologique qui permet de retrouver ou passer d'un réservoir de biodiversité à un autre, la réflexion, elle se fait même sur des échelles supracommunales. Donc ces éléments-là, cette réflexion, même si elle est transcrite à l'échelle de la commune, elle est également cohérente avec ce qui se passe sur les territoires voisins. Au niveau donc de la deuxième fiche action, cette fois on va s'intéresser davantage à l'identité culturelle de la commune et on va venir préciser donc sur des secteurs d'intérêt paysager. Donc on a identifié une première plage agraire qui est ici, donc qui est ouverte sur le grand paysage. Et donc là aussi, on va pouvoir venir apporter des précisions sur différents types d'aménagements qui pourraient être admis ou différentes mesures qu'on pourrait mettre en œuvre pour préserver justement la qualité et l'ouverture de ce paysage. On va également donc retrouver des éléments relatifs à l'implantation donc des nouvelles constructions en zone agricole, aux mesures qui permettent d'encadrer l'évolution du bâti patrimonial. Donc là aussi, on a un repérage qui a été fait. On va donner des éléments dans le règlement écrit et on va venir les compléter au niveau de l'OAP sur, par exemple, ce qu'il est possible d'envisager en matière de traitement des façades, si on veut rénover un bâtiment de ce type-là, par exemple, en matière d'ouverture des toitures, en matière de traitement des abords de ces constructions également, et voir comment est-ce qu'une rénovation de ce bâtiment peut se faire tout en gardant le cachet et l'ambiance un petit peu identitaire de certains territoires, de certains secteurs de la commune. L'intégration des constructions neuves, là aussi, a son importance puisque l'on va, dans un contexte de renouvellement urbain, on va être amené à faire muter certaines constructions, certains styles architecturaux. Et dès lors qu'on va le faire aux abords notamment de secteurs un peu plus patrimoniaux sur la commune, l'évolution devra être encadrée pour essayer de faire en sorte que la transition se fasse le plus naturellement possible et que les nouvelles constructions, ou en tout cas un style architectural plus contemporain, s'intègrent le mieux possible avec l'environnement déjà bâti de la commune. Et puis cette réflexion, on l'a également portée à l'échelle donc de la zone d'activité, avec là aussi quelques premiers éléments sur l'intégration urbaine et paysagère des nouvelles constructions, sachant qu'il y a une réflexion qui est engagée par ailleurs au niveau de l'agglo et qui pourrait venir dans un deuxième temps compléter les premiers éléments qui sont portés dans le document de la commune. Et enfin, donc sur le troisième volet de cette OAP patrimoniale, cette fois on s'intéresse davantage à l'écologie urbaine, à travers notamment donc la place de la nature en ville, et puis quelques propositions sur la qualité des espaces végétalisés, sur les plantations à préconiser, sur le maintien de maximum d'espaces perméables. On le reverra tout à l'heure au niveau du règlement écrit, mais c'est un point supplémentaire qui est rajouté dans le futur document d'urbanisme, où l'on va imposer dans les futures opérations de devoir respecter à la fois un pourcentage d'espaces verts, mais également un pourcentage d'espaces perméables. On le fait dans une optique vraiment de traitement de l'infiltration des eaux de pluie à la parcelle. On est sur des territoires de montagne et on a vraiment cette préoccupation de pouvoir traiter le plus en amont possible les eaux de ruissellement. Donc aussi bien pour l'intérêt qu'on peut avoir très local, mais aussi par souci pour les territoires qui sont plus en aval cette fois des bassins versants et les problèmes d'inondation que ça peut générer. Donc voilà, tout ce qui est gestion donc, des eaux de pluie, tout ce qui relève également de la trame verte urbaine, puisqu'au-delà des espaces verts qu'on peut avoir à l'échelle de chaque opération, on a également un enjeu de liaisonnement de ces différents espaces verts. Donc ils sont déjà importants à l'échelle de votre commune. C'est vrai que si on prend vraiment une vue aérienne de Ville-Lagrand, c'est un des premiers éléments, en tout cas moi en tant qu'urbaniste, quand je suis arrivée sur votre commune, c'est un des premiers éléments qui m'a marqué. C'est vraiment la prédominance
de ces espaces verts, que ce soit au niveau de certaines haies qui sont encore présentes, que ce soit au niveau des jardins, au niveau des parcs, des masses boisées. C'est une ambiance qui reste encore très présente, qui fait aussi on va dire l'atout et l'attrait de votre commune. Et donc, on peut tout à fait envisager un développement de cette commune tout en conservant cette particularité-là. Au niveau des constructions, donc, l'écologie urbaine peut aussi passer vers des formes architecturales qui encouragent à plus de sobriété énergétique. Donc là aussi, un certain nombre de propositions qui sont faites, aussi bien en matière de mise en œuvre de projets plutôt bioclimatiques, réfléchir sur l'orientation des pièces, la compacité du bâtiment. Bien souvent, quand on parle de densité urbaine, c'est des choses qui peuvent être faire un peu peur. Pour autant, dès lors qu'on a des constructions qui sont peut-être un peu plus compactes, il y a aussi des effets en matière de consommation énergétique des constructions, par exemple. Donc, au-delà de la qualité de vie, il y a aussi d'autres éléments qui sont à prendre en considération quand on va créer un nouveau projet de construction, par exemple. Au niveau de l'isolation des futures constructions, tout ce qui est mise en réseau de chaleur, prise en compte de l'effet albédo, c'est-à-dire la qualité de réflexion des rayonnements solaires, par exemple, et de se dire que finalement, dans un contexte vraiment de réchauffement climatique, des choix de revêtements qui sont plutôt clairs vont avoir tendance à renvoyer un peu la chaleur, et donc à travers différents dispositifs de ce type, on peut aussi lutter contre les phénomènes d'îlots de chaleur. Et donc c'est ce qu'on retrouve également dans le point suivant, avec une trame urbaine qui soit au service d'une ville durable. Et donc il y a plusieurs études aujourd'hui qui sont faites et qui ont démontré que selon le positionnement des bâtiments, on va pouvoir lutter, alors non pas contre la pollution, mais en tout cas favoriser une dispersion des gaz polluants par exemple, et donc faire en sorte que la qualité de l'air puisse s'améliorer. Donc à travers l'implantation simplement d'un bâtiment, on peut aussi contribuer à son échelle à la pollution qu'il peut y avoir en ville par exemple. Et puis la pollution, on a également donc traité à travers la pollution lumineuse et notamment donc tout ce qui est sobriété lumineuse. Et là aussi, un certain nombre de préconisations pour essayer de mieux respecter le rythme biologique du vivant. Donc voilà un petit peu pour les premiers outils qu'on a pu mettre en œuvre. Et ce que je vous propose maintenant, c'est non pas de vous présenter tout le dispositif réglementaire parce que ce serait un petit peu trop long, mais reprendre par rapport aux grands enjeux politiques qui avaient été définis, quelques exemples de règles qui ont été mises en œuvre et qui permettent justement de traduire chacun de ces enjeux politiques. Donc le premier qui relève donc de la préservation du cadre de vie, donc plutôt l'axe nature. On a donc souhaité pouvoir prendre en compte la valeur écologique des espaces agricoles et naturels. Et donc on va retrouver sur le deuxième plan graphique l'inscription d'un corridor écologique à l'intérieur duquel on va interdire toutes les constructions qui seraient de nature à contraindre un petit peu la circulation de la faune. On a également identifié des réservoirs de biodiversité et des zones humides, là aussi avec un règlement spécifique qui interdit toute nouvelle construction dans ces secteurs-là. Et puis, de manière un petit peu plus légère, une préservation de la trame végétale pour justement garantir un petit peu l'entretien de ces secteurs. Je dis que c'est une mesure un petit peu plus légère que ce qu'on a parfois où on va venir classer des espaces boisés ou à l'intérieur desquels on va interdire toute destruction des masses boisées, on va interdire tout défrichement. Là, c'est pas le cas. Pour autant, le fait de l'identifier, ça nécessitera que toute évolution fasse l'objet d'une déclaration préalable en mairie. Et donc, ça permet de garantir aussi qu'une haie qui existe aujourd'hui, elle a un intérêt dans le paysage. Elle peut aussi avoir un intérêt au niveau de la biodiversité. Et donc, si on est amené à intervenir sur cette haie, il faut pouvoir si on doit détruire ou enlever certains arbres pour cause d'entretien ou par problème de maladie, il faut pouvoir restaurer les espaces qui vont être détruits par exemple. Donc le fait d'avoir inscrit ces mesures-là, ça permet d'avoir vraiment ce suivi de tout ce qui est trame végétale, que ce soit sur des surfaces un peu plus importantes ou simplement sur des haies, dans ce qu'on appelle la trame végétale linéaire.
Donc à travers ces éléments, ça nous permet à la fois de répondre à l'enjeu de protection forte des espaces naturels et agricoles pour leur intérêt écologique majeur, mais également d'avoir des mesures vraiment spécifiques pour la pénétration de la nature en ville. Pour des enjeux un peu plus classiques, donc plutôt des espaces de nature, on va dire, ordinaires, on les a donc identifiés cette fois au titre de la zone naturelle, protégée parce que la zone naturelle est inconstructible. Donc à ce titre-là, les éléments boisés sont préservés. On a également inscrit donc au titre de cette zone naturelle l'ensemble des berges du Foron, ainsi que certaines masses boisées, donc même au cœur de l'espace urbanisé, des petites taches d'espace naturel par ici, qui permettent justement de garantir le maintien et la pérennité de ces espaces. Et puis juste une petite remarque concernant la petite tache rose que vous voyez ici. Au-delà d'être une petite tache rose, en urbanisme, ça a une signification. Je disais à l'instant que la zone naturelle, c'est un espace qui est inconstructible. On a la possibilité dans le code de l'urbanisme de déroger très ponctuellement à cette règle d'inconstructibilité en identifiant un secteur de taille et de capacité d'accueil qui sont limités. Et donc on l'a identifié ici pour encadrer le terrain familial qui existe déjà. Donc le terrain familial, c'est pour l'accueil de familles, la communauté des gens du voyage qui sont sédentarisés. Donc c'est un secteur qui existe, qui est déjà construit, mais le fait d'inscrire ce petit périmètre, ça permet justement de venir encadrer les constructions qui peuvent être admises, éventuellement une évolution, mais très très mesurée. On reste le terme limité ici à son importance. Et donc c'est un outil qu'on met en place dans le PLU révisé. On retrouve donc également ici tout ce qui relève de la prise en compte des risques naturels et technologiques, avec deux éléments différents sur la commune. Le premier, c'est qu'il y a à l'échelle de Ville-Lagrand un plan de prévention des risques naturels ainsi qu'un plan de prévention d'inondation. Et donc dans ces documents figurent à la fois des zones rouges qui sont inconstructibles et des zones bleues qui peuvent être construites mais sous certaines conditions. Donc dans le document d'urbanisme, on va simplement rappeler l'existence de ces secteurs inconstructibles, donc c'est ce qui apparaît en rouge sur la commune. Et puis au titre des risques technologiques, on a le passage de plusieurs canalisations de gaz. Et donc, au droit du passage de la canalisation, on a une zone non aedificandi, donc qui ne peut pas être construite, qui ne peut pas être plantée non plus. Et puis, donc, on a ensuite, sur des largeurs plus ou moins importantes selon la dimension de la canalisation, différentes servitudes d'utilité publique, donc de largeurs différentes, qui vont venir là aussi contraindre certaines possibilités d'aménagement ou d'évolution. Donc là, ce sont des éléments qui s'imposent à la collectivité, mais parce qu'elles vont venir limiter la constructibilité, on va les reporter sur le règlement graphique et on va rappeler cette inconstructibilité dans le règlement écrit. Au niveau du paysage, donc on le disait tout à l'heure, là aussi un nouvel outil qu'on introduit dans le PLU révisé, où on va donc identifier un secteur d'intérêt paysager et puis différents cônes de vue. Et dans le règlement écrit, on va associer la règle qui interdit tout élément qui pourrait venir perturber l'ouverture de ces paysages. Donc aussi bien par rapport à un paysage plutôt agraire qu'ici par rapport à un paysage plutôt urbain. Et donc on est donc au niveau juste en face du collège et de près des plans. Et direction donc de Genève, et on a une ouverture sur l'ensemble de l'agglomération avec le jet d'eau en point de mire. Et donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir maintenir dans l'ensemble des aménagements qui peuvent être proposés l'ouverture de ces différents types de paysages. On évoquait donc tout à l'heure la prise en compte également de la dimension du patrimoine, mais dans une dimension bâtie cette fois. Donc on a identifié différents éléments, éléments bâtis, qui relèvent d'un intérêt soit patrimonial, soit architectural.
et donc reportés au règlement graphique, et là aussi des règles spécifiques qui leur sont associées pour encadrer l'évolution de ces bâtiments. L'objectif, c'est pas de les figer, c'est bien de leur permettre des évolutions, mais faire en sorte simplement que ces évolutions conservent un petit peu le cachet de ces différents bâtiments. Et puis en complément de l'intervention sur des éléments bâtis identifiés, on a également fait le choix de pouvoir préserver des structures urbaines, donc plutôt cette fois sur des alignements de villas. Et au niveau du règlement graphique, et là donc on rentre un petit peu plus dans l'explication que l'on va retrouver sur les différentes couleurs qui sont attribuées au zonage. On a donc dans les couleurs les plus claires un secteur avec des capacités limitatives de développement, parce que le souhait c'est vraiment de pouvoir conserver cette trame urbaine. On a encore ces alignements de villas, on a encore les alignements de jardins, on a un rapport encore extrêmement qualitatif entre l'interface entre les espaces publics, les espaces privatifs. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir garder et conserver un petit peu ces éléments, voire les réaffirmer. Et donc ils font l'objet d'une zone spécifique au niveau du règlement qui va venir contraindre et contenir les possibilités d'évolution dans l'objectif de pouvoir préserver cette structuration urbaine précise. Au niveau des nouvelles opérations urbaines, là on va intervenir différemment. Donc on fait évoluer les règles en ce qui concerne donc l'implantation des nouvelles constructions, les volumes admis. Donc on va, dans certains cas, admettre parfois des hauteurs plus importantes, parfois moins importantes. Et puis donc surtout l'introduction des coefficients d'espace vert et d'espace perméable dont on parlait tout à l'heure. L'objectif, c'est à travers ces nouveaux outils de pouvoir maintenir vraiment des espaces de respiration au sein de l'espace urbain et garder justement ce caractère très aéré et très vert qui est vraiment caractéristique de votre commune. On retrouve également ces éléments au niveau donc, de l'OAP sectoriel, donc sur les périmètres, les 6 périmètres qu'on a vus tout à l'heure, et des orientations d'aménagement qui sont définies, qui vont, donc, comme on l'évoquait, encadrer les conditions d'implantation, les conditions d'accès, les mises en œuvre des différentes architectures, le traitement des abords des constructions va être donc redéfini pour chacun de ces secteurs. Et puis donc au niveau de l'OAP patrimoniale, on l'a vu tout à l'heure, donc tout ce qui encadre globalement les nouvelles opérations et justement l'articulation entre des architectures assez contemporaines et des éléments plus caractéristiques et patrimoniaux sur la commune. Donc voilà un petit peu pour l'axe, on va dire un peu nature, différents outils qu'on a pu mettre en œuvre pour traduire ces orientations politiques et les traduire au regard des possibilités que nous alloue le Code de l'urbanisme. Le second axe, qui traitait plutôt cette fois de l'identité urbaine, nous permet alors tout d'abord de venir contenir le développement de l'urbanisation. On évoquait aussi tout à l'heure le schéma de cohérence territoriale. Donc c'est un document qui est défini à l'échelle de l'agglomération, qui s'impose aux documents d'urbanisme de chaque commune. Et donc dans ce document, il a été défini donc un taux de croissance de l'ordre de 1% en moyenne annuelle à l'horizon 2032. Concrètement, sur la commune, ça se traduit par un besoin d'environ 950 logements supplémentaires à l'horizon 2032. Et le document d'urbanisme et les règles qu'on a mis en place nous permettent notamment d'atteindre cette croissance démographique, de la limiter, parce qu'en réalité aujourd'hui la croissance démographique est bien plus importante, donc c'est un net ralentissement qui va être marqué avec la révision du PLU. Et puis autre contrainte que nous impose le SCOT, ça va être dans la répartition des secteurs de développement de l'urbanisation. Là aussi, le SCOT nous demande d'avoir 45% de la production de logements qui soit dans les secteurs préférentiels et 55% du coup en dehors de ces secteurs. Dans le document que l'on a préparé, on a un peu plus de 75% de développement de l'urbanisation qui s'inscrit dans ces secteurs et 25% qui va être en dehors de ces secteurs préférentiels. Donc
à ce titre-là, on est totalement compatible avec le schéma de cohérence territoriale. Concrètement, ces 950 à 1000 logements, ils vont être répartis donc pour la grande majorité au sein des OAP, donc 730 dans celles qu'on a vues donc dans les secteurs préférentiels, 75 en dehors. Les autres vont se répartir aussi bien dans des espaces encore disponibles, où on a donc encore certains espaces libres qui pourraient être comblés, et puis par d'autres opérations de renouvellement urbain plus ponctuelles, qui pourraient donc nous permettre d'avoisiner vraiment au maximum les 950 à 1000 logements supplémentaires à l'horizon 2032. Il faut savoir qu'un document d'urbanisme, c'est prévu pour une période d'une dizaine d'années. Donc une approbation mi-2022 nous emmènerait jusqu'à la fin de la période du SCOT. Donc on serait à l'horizon 2032. Donc voilà, un détail un petit peu plus des différents secteurs et des capacités d'accueil donc de chacune des OAP. Donc on retrouve les 6 secteurs plus le 7e avec le secteur de la ZAC. Et donc des répartitions de logements qui ont été définies aussi bien en fonction des espaces qui sont disponibles, des opérations de renouvellement urbain, mais en tenant compte d'une certaine aération, si on peut parler comme ça, d'étainement. Et donc faire en sorte qu'on arrive à trouver une articulation la plus convenable possible entre la nécessité de prévoir des opérations pour loger des habitants supplémentaires sur la commune, tout en maintenant le cadre de vie caractéristique et notamment l'importance et la présence d'espaces verts en quantité correspondante. La distinction entre les différentes couleurs du zonage, on va également les retrouver ici avec une répartition, on va dire, un petit peu graduelle entre les différentes capacités d'accueil. Je le disais tout à l'heure, au niveau du règlement graphique, nous avons des densités différentes qui peuvent être proposées et nous avons fait évoluer par la même occasion la nomenclature du document graphique. Donc on retrouve les secteurs plutôt, on va dire, en rose ici, comme des secteurs de pôle de centralité, à l'intérieur desquels on va admettre des mixités de l'habitat et des fonctions urbaines. Donc, ce sont des secteurs qui sont déjà existants et que l'on va conforter dans cette position-là. Et puis, autour, donc entre le pôle multimodal de la gare et en direction du centre-ville notamment, différents secteurs ici qui sont identifiés avec des capacités de renouvellement qui vont être plus ou moins importantes. Donc, les secteurs en orange clair vont avoir une forte densité, donc des secteurs UHR comme renouvellement et 1 comme de premier niveau, et UHR2 comme de deuxième niveau, donc avec des densités un peu plus moyennes. Donc voilà un petit peu comment sont organisées les différentes couleurs et les différentes règles qui vont être associées, et en fonction donc de chacun de ces secteurs, à chaque fois des capacités d'accueil et des secteurs d'OAP qui nous permettent d'encadrer les possibilités d'évolution du secteur. Le deuxième sous-objectif de ce deuxième axe du projet politique incitait à avoir une gestion un peu plus adaptée des équipements. Donc on va retrouver en couleur plutôt bleu clair l'ensemble des équipements, que ce soit des équipements scolaires, culturels, sportifs. Donc des règles spécifiques aux besoins de fonctionnement de chacun de ces équipements. En bleu foncé, on retrouve donc le passage de la voie ferrée. Ici, donc là aussi, un mode de gestion spécifique pour l'entretien du réseau. Donc une règle particulière et un zonage particulier. Et puis apparaissent également au sein de l'enveloppe urbaine des secteurs naturels, mais équipés. Donc l'ensemble des parcs urbains notamment, qui existent à l'échelle de la commune. Le parc des écureuils ici, des aménagements le long du Foron, qui nous permettent justement de valoriser l'ensemble des équipements présents sur la commune. Et puis donc juste
Une précision concernant le secteur du Villeventus. Dans le projet politique, il avait été inscrit la nécessité, ou en tout cas la volonté, d'engager une réflexion pour évaluer les possibilités d'évolution potentielle du site. Et donc on a inscrit sur ce secteur-là un périmètre de sursis à statuer. Donc autrement dit, c'est un périmètre. Toutes les autorisations d'urbanisme qui pourraient être proposées à l'intérieur de ce périmètre peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer, c'est-à-dire qu'on va reporter la décision qui pourrait être menée par la collectivité dès lors qu'on estime que le projet serait de nature à rendre plus onéreux la mise en œuvre d'un projet futur. Autrement dit, donc, c'est un outil dans le Code de l'urbanisme qui nous permet de différer l'analyse d'une demande d'autorisation d'urbanisme et de laisser le temps à la collectivité de pouvoir mener une réflexion sans la contraindre par des évolutions qui pourraient ne pas être suffisamment encadrées ou anticipées. Donc on va, entre guillemets, geler un petit peu l'évolution de ce secteur, le temps de la mise en œuvre de la réflexion, et puis ensuite l'évolution pourra se faire sur ce secteur. Le point suivant, donc toujours sur le fait de vouloir encadrer le développement de la ville, concerne le développement d'une offre de logement qui soit diversifiée. Et là aussi, c'est un nouvel outil qui va être proposé dans le document d'urbanisme, donc sous le nom de la règle des 3/3, à savoir que toute nouvelle opération devra obligatoirement comporter 1/3 de logement locatif social, 1/3 de logement abordable et 1/3 de logement en accession libre. Puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on est sur un territoire particulièrement dynamique, avec un niveau de vie qui est relativement important, mais pour autant, des différences sociales qui sont existantes. Et de nombreux ménages aujourd'hui peuvent prétendre à un logement social avec des difficultés pour accéder à la propriété. Et le fait de mettre en œuvre ce type de dispositif nous permet justement de garantir un parcours résidentiel qui soit le plus fluide possible à l'échelle de la commune. Et donc de développer vraiment un parc de logements qui soit diversifié et qui vienne vraiment compléter le mieux possible le parc qui est déjà existant et qui est de qualité sur la commune. Au niveau donc, là aussi, autre point qui va être ajouté, en tout ce qui concerne l'amélioration de la performance environnementale des constructions. Peut-être vous avez suivi un petit peu l'actualité et il y a une nouvelle réglementation, merci, qui entre en œuvre, qui était entrée en œuvre au 1er janvier d'ailleurs. Et donc l'idée, c'est de pouvoir vraiment accompagner le mieux possible ces nouvelles dispositions, et notamment au travers de l'OAP patrimoniale dont on parlait tout à l'heure, avec différents éléments qui nous permettent justement de pouvoir orienter les aménagements sur les secteurs urbanisés et d'inciter vers des constructions qui sont un peu plus durables et un peu plus adaptées aux évolutions du changement et au changement climatique que l'on rencontre. Donc voilà pour ce volet sur le logement qui est diversifié, donc aussi bien dans ses typologies qu'en matière de performance environnementale. Le projet politique traite également donc des différents domaines de l'activité économique et donc vise à avoir un équilibre à l'échelle du territoire. Et donc les différentes thématiques sont traitées ici. On retrouve au premier plan donc la pérennité de l'activité agricole avec l'inscription au sein du secteur A l'ensemble des secteurs qui sont aujourd'hui des outils de production. Alors un petit peu réexaminé par rapport aux documents que vous avez aujourd'hui en vigueur sur la commune et voilà, pour tenir un peu mieux compte justement de l'usage des différents terrains. Donc dans ces secteurs-là, uniquement des constructions agricoles peuvent être admises, et donc ce qui permet vraiment de garantir la qualité des outils de production. Au niveau de l'activité commerciale et de services, là aussi on avait une distinction qui avait été faite
entre les activités qui sont situées en centralité, celles qui sont hors centralité ou hors pôle de centralité, ou hors zone d'activité économique, pardon. Et du coup, on a un nouvel outil qu'on introduit dans le document d'urbanisme, c'est un linéaire de diversité commerciale. Donc, sur les 3 axes qui sont identifiés ici, donc sur la rue de la République, au niveau du centre-ville et au niveau de près des plans, une obligation pour les nouvelles constructions de préserver les rez-de-chaussée uniquement dédiés à de l'activité commerciale ou service de proximité, pour justement maintenir et contribuer l'animation des différents secteurs. Au niveau de la zone d'activité, par exemple, il était demandé donc de pouvoir encadrer une requalification et une réorganisation des activités. Initialement, on était vraiment sur une zone d'activité à vocation plutôt industrielle, donc plutôt productive. Et puis, au cours du temps et avec l'évolution des pratiques, de plus en plus d'activités tertiaires sont venues concurrencer un petit peu l'implantation de ces activités initiales, on va dire un peu plus industrielles, tant et si bien qu'aujourd'hui, on perd un petit peu de lisibilité entre les vocations des différents secteurs de cette ZAE. Et donc, à travers un règlement qui entend redéfinir des vocations dominantes, on peut comme ça pouvoir requalifier et réorganiser un petit peu mieux les activités au sein de cette ZAE. Donc on retrouve au sein donc d'un secteur appelé plutôt UX, donc ici et ici, tout ce qui va relever d'activités à dominante commerciale. Ça ne veut pas dire que d'autres types d'activités n'existent pas au sein de la zone. Là, on travaille vraiment sur l'avenir des futures implantations. Et donc, à l'avenir, les activités commerciales devront s'implanter préférentiellement dans ces secteurs-là. On a ensuite des secteurs UY, donc plutôt au niveau, en partie un peu centrale ici, on va dire, qui vont admettre des activités mixtes, donc plutôt tertiaires, mais également productives, donc artisanales ou industrielles. Et puis dans les zones UZ, donc 3e zone d'activité ici, je dis 3e au regard du code de l'urbanisme et donc dans le règlement écrit, une zone qui, elle, va être dédiée à de l'activité artisanale et industrielle. Et donc là aussi, on l'a déjà dit, mais je préfère le répéter, on gère vraiment les activités futures et les futures implantations à travers cette réorganisation en 3 zones de cette ZAE. Et puis, il y a aussi une autre particularité sur la commune où on a un centre commercial qui est identifié ici, mais qui n'est pas dans la ZAE, du coup, qui n'est pas dans un pôle de centralité. Et donc, on l'a identifié comme une zone à dominante commerciale, mais indexée, je vais y arriver, petit 1, donc UX1, pour justement bien identifier des règles qui vont être spécifiques à ce secteur-là d'activité. Et puis donc au niveau de la ZAE, on reconduit un dispositif qui est déjà en vigueur sur le PLU actuel, donc à travers ici, un périmètre d'attente d'un projet d'aménagement global, donc sur le secteur. Donc il y a une réflexion qui va être engagée, alors une compétence d'aménagement économique relève de l'agglo, mais qui va être engagée avec l'agglo et l'ensemble des acteurs du territoire et propriétaires concernés quant à l'aménagement futur de ce secteur. Et donc pour permettre cette réflexion, le périmètre qui vient bloquer les possibilités d'évolution et qui sera levé dès lors que le contour de ce projet d'aménagement global sera défini. Donc on reconduit le dispositif qui est déjà en vigueur sur ce secteur. Au-delà donc des activités, on va dire un peu plus classiques, on retrouve également tout ce qui relève du développement du tourisme vert et des loisirs de plein air, à travers, alors tout d'abord, l'identification des nombreuses zones naturelles. On parlait tout à l'heure en préambule
de cette double articulation sur la commune, d'être un pied dans la ville, un pied dans la nature. La nature est extrêmement présente sur le territoire. On retrouve donc identifiés, alors par exemple, les 2 secteurs de parc que l'on a ici, donc le niveau du parc des Écureuils. Une petite remarque concernant le secteur du Moulin de Cara, donc identifié comme un secteur NE, mais indicé avec une étoile cette fois, parce qu'il y a une zone humide potentielle qui est identifiée sur une partie du Tènement. Et du coup, là aussi, des règles bien particulières pour justement préciser que les aménagements envisageables au sein de ce secteur-là prennent en compte cette sensibilité spécifique et ne viennent pas altérer le fonctionnement de cette potentielle zone humide. On dit potentiel ici simplement parce qu'il y a un inventaire qui est fait au niveau départemental, qui est fait par interprétation de vue aérienne. Et il n'y a pas nécessairement une étude pédologique qui est faite sur chaque site pour définir le contour précis de la zone humide. Mais dans ce cadre-là, si effectivement elle est avérée, il convient que les aménagements qui soient envisagés restent compatibles avec cette sensibilité spécifique. Donc voilà pourquoi la petite étoile du NE ici. Et puis on retrouve donc également, toujours dans cette logique par exemple de développement des activités un peu plus touristiques ou récréatives, au-delà des différents parcs et secteurs de pratiques plus classiques de randonnée, de marche ou autre, de vélo ou sortie équestre. On a identifié et reporté sur le règlement graphique un sentier itinéraire de mobilité active qui sont identifiés donc au niveau de l'inventaire départemental. Et donc une partie d'un tracé qui est présent sur le territoire communal et donc il convient de pouvoir à la fois entretenir et donc d'assurer par là même sa pérennité. Donc voilà au niveau de quelques volets de l'activité économique, comment est-ce qu'on arrive à trouver, à travers différents outils réglementaires et différents dispositifs réglementaires, un équilibre entre l'ensemble de ces activités sur le territoire. Et puis la dernière partie du projet politique traitait principalement d'une réorganisation de l'urbanisation et d'avoir donc un modèle de développement qui soit un peu plus économe et raisonné en matière alors à la fois de consommation de l'espace, mais surtout en matière d'utilisation de l'espace. Donc on retrouve les différents secteurs qu'on a déjà vus tout à l'heure, donc au niveau du pôle de centralité, au niveau des secteurs de renouvellement urbain. Et pour les autres secteurs résidentiels, on a là aussi des densités qui sont décroissantes, qui sont organisées. Donc à travers la légende que vous avez ici et les différentes coloris qui ont été proposés, là aussi quelque chose qui va être décroissant entre des pôles de centralité relativement denses et dès lors qu'on s'éloigne un petit peu de ce pôle de centralité, des densités qui vont être de plus en plus faibles en fonction donc des différentes zones dans lesquelles on va se situer. On évoquait aussi le fait d'avoir un document qui est extrêmement vertueux au regard de l'environnement et de la consommation de l'espace qui est envisagé. Au document en vigueur, vous avez une zone d'urbanisation future qui était inscrite comme une sorte de réserve foncière pour mener des projets de développement sur la commune. Il s'avère qu'aujourd'hui, entre les secteurs qui seraient encore disponibles, les potentialités de renouvellement urbain qui ont été identifiées, on arrive à satisfaire aux besoins de croissance démographique qui sont définis pour la commune. Et à ce titre-là, cette zone future d'urbanisation n'est plus nécessaire. On n'a pas besoin d'utiliser ce secteur-là pour répondre aux besoins de croissance démographique. Il a donc été décidé de restituer cette zone de AU au secteur naturel, puisque c'est un espace qui est boisé aujourd'hui, et de venir comme ça maintenir et assurer la pérennité de ce boisement. Pour rappel, simplement, donc là, vous avez un PLU qui ne va pas consommer d'espace naturel ou agricole. Là aussi, c'est une nette rupture avec les tendances passées, puisqu'entre 2016 et 2019, il y a eu pratiquement 20 hectares d'espaces naturels ou agricoles qui ont été artificialisés pour les besoins de l'urbanisation.
Donc c'est une net changement de rythme, on va dire. Et on s'approche du coup très fortement des objectifs de zéro artificialisation nette que l'État fixe pour les collectivités à l'horizon d'une vingtaine ou trentaine d'années. Et puis donc, dernier point du règlement que l'on a retraduit, c'est cette articulation entre, alors d'une part, les secteurs de développement de l'urbanisation et les modes de mobilité. Et l'objectif était de pouvoir accompagner le changement de comportement en termes de mobilité et d'inciter à davantage de report modal par rapport aux déplacements qui pourraient se faire de manière individuelle. Et donc pour ce faire, au niveau du PLU, on a introduit, on va dire, 3 secteurs réglementés particuliers. Le premier, dans un rayon de 500 mètres autour de la gare, où les nouvelles constructions ne pourront, alors par exemple pour le logement, ne pourront admettre qu'une place par logement. Et puis le long également du Tango, et notamment donc, dans un rayon de 400 à 750 mètres autour des principaux arrêts de cette ligne de transport, on va dire, performant. Des règles qui, là aussi, vont venir limiter les places de stationnement, alors un petit peu différenciées par rapport au premier secteur, où on pourra admettre 2 places de stationnement par logement, mais maximum, pour justement inciter davantage à un report modal et à utiliser ces axes de transport, enfin ces modes de transport plutôt, aussi bien au niveau de la gare que du Tango, qui permettent de mettre en œuvre des habitudes de transport qui soient différentes. Et puis, dernier point en matière d'aires de stationnement, il y a également donc, une évolution ici au niveau donc, d'une aire de stationnement qui existe sur la commune. Il faut savoir que ce secteur est grévé en partie, on évoquait tout à l'heure les zones rouges inconstructibles au niveau du PPR. On est également donc à proximité immédiate d'un secteur d'intérêt écologique et donc une dimension naturelle qui est extrêmement importante. Et donc l'objectif à terme, ce serait de pouvoir accompagner vraiment vers une renaturation de cette aire de stationnement, donc conserver sa vocation actuelle, mais lui permettre une évolution qui soit plus en adéquation avec les sensibilités présentes sur ce secteur. Et donc là aussi, comme on avait la zone UX1 qui était là, une zone NX1 qui prennent en compte ces considérations-là. Donc voilà pour les niveaux de stationnement. Et enfin, donc, là aussi, des propositions qui sont faites pour inciter à d'autres modes de transport ou de pratiques de mobilité, avec des places de covoiturage qui devront être respectées dans certaines nouvelles opérations, avec des possibilités de mutualiser des espaces de stationnement au sein des zones d'activité, par exemple, avec du stationnement dédié à de l'autopartage également au sein des opérations privées, et puis tout ce qui est bornes de rechargement des véhicules électriques qui devront être prévues également dans les opérations privées. Donc voilà un petit peu différents outils qu'on peut mettre en place au niveau et qu'on a mis en place au niveau de ce projet de PLU révisé, qui permettront de répondre à cette ambition politique d'accompagner au changement des comportements en termes de mobilité. Voilà, donc très rapidement, présenter un petit peu alors certains dispositifs réglementaires qu'on a mis en place. On pourrait y passer une partie de la nuit si on devait reprendre en détail toutes les propositions qui sont portées par le PLU. Vous les retrouverez dans le cadre des documents qui seront mis à votre disposition suite à l'approbation, suite à l'arrêt de la procédure, donc suite à la validation par le conseil municipal. Et donc vous aurez un aperçu un peu plus détaillé de tout le dispositif réglementaire. L'objectif de ce soir, c'était de vous donner vraiment dans les grandes lignes les principaux outils et les principales évolutions par rapport aux documents que vous avez aujourd'hui opposables sur la commune.
Merci Marjorie pour cette présentation. C'est un exercice difficile, mais que vous menez avec brio. C'est vraiment une lecture de notre règlement du PLU qui vous sera donc proposé dans les jours qui viennent, en tout cas dans les mois à venir. Et c'est vraiment cette présentation va faciliter le regard et la lecture de ce règlement écrit, qui est vraiment une déclinaison de notre projet politique avec un respect de l'environnement. Dans votre présentation, vous dites que la nature en ville est importante à Ville-Lagrand et qu'on souhaite la préserver. C'est vraiment dans cet esprit-là que l'urbanisation va être maîtrisée, que toutes les limites qui sont données sont dans cet esprit. Voilà. Comment ça se passe ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y avait des personnes qui ont pu finalement se connecter ? Alors, si vous voulez peut-être commencer par, si vous avez 2 questions, Paul, s'il vous plaît. Du coup, on a eu 2 questions en ligne, ça a un peu marché quand même. La première, c'est juste de rappeler l'agenda pour 2022 vis-à-vis de la révision du PLU. Parce que je crois que le début du live, il n'y a pas eu le tout début de la présentation. Du coup, on a 2 questions en ligne. Et la deuxième ? La deuxième question, c'était plus sur des questions de perméabilisation des sols, dans un premier temps, donc une question de densification sur la suppression des vieilles maisons en centre-ville, et aussi également de savoir, ça a été abordé, savoir si le projet ZAC Étoile était toujours d'actualité. Alors, sur le planning, je vais vous redonner la... Oui, je l'ai réaffiché. Voilà, vous l'avez réaffiché. Donc, la prochaine étape pour nous, c'est bien l'arrêt du PLU le 7 février en conseil municipal. Donc, c'est à partir de cet arrêt que va s'engager les réflexions, les consultations des personnes publiques associées et ensuite une enquête publique qui sera donc pour toute la population. Et ensuite, en fonction des retours du commissaire enquêteur et du retour que nous, en tant qu'élus, on fera, un projet approuvé, enfin PLU approuvé, pardon, donc fin juillet 2022. Donc le planning, c'est bien février, enfin des étapes importantes 7 février 2022 et ensuite juillet 2022 pour une opposabilité finalement de ce document. Je vais répondre rapidement à la dernière question qui est si la ZAC Étoile est toujours d'actualité. Bien sûr que la ZAC Étoile est un projet engagé depuis maintenant 6 ans, on va dire, et c'est un projet qui est engagé jusqu'à 2032. Ça me fait penser peut-être une remarque par rapport à la présentation qu'on vient de vous faire. C'est une présentation aujourd'hui, mais sur un temps qui va se dérouler sur les 10 ans qui viennent. Donc il ne faut pas voir non plus des maisons ou des couleurs qui sont sur le document qui vont varier du jour au lendemain. C'est bien sur les 10 ans à venir, un PLU s'écrit dans le temps. Par rapport aux maisons, vous voulez prendre la main peut-être, Marjorie ? Oui, il y avait une question sur la perméabilité des sols et l'évolution des constructions. Donc, à travers justement le coefficient d'espace perméable et coefficient d'espace vert, l'objectif, qui va être, ces 2 coefficients qui sont introduits dans le dispositif réglementaire, l'objectif, c'est justement de pouvoir garantir un certain niveau de perméabilité des sols et de verdure, si on peut dire, au sein des espaces qui sont urbanisés. Et on va donc, juste pour donner quelques chiffres, par exemple, dans des secteurs de centralité, imposer 20% d'espace perméable. Dans des secteurs plus éloignés, on va aller jusqu'à 70% d'espace perméable qui vont être imposés. Donc on a comme ça toute une palette de coefficients, en tout cas de niveaux de coefficients différents qui vont être proposés, qui sont graduels et qui permettent, même dans des secteurs très urbanisés et assez denses, de maintenir un certain niveau d'espace vert, aussi bien pour qualité d'espace de respiration ou d'espace de fraîcheur en plein été ou en pleine canicule,
que aussi pour des enjeux de perméabilité des sols, de gestion des eaux de pluie à la parcelle, donc de l'infiltration à la parcelle notamment. Oui, Paul, s'il vous plaît. Oui. Oui, merci beaucoup. Juste une petite question. Est-ce que vous considérez les toitures végétalisées comme des espaces perméables? Merci. Alors c'est justement pour ça qu'on a l'articulation entre le coefficient d'espace vert et le coefficient d'espace perméable. Une toiture plate qui va être végétalisée, elle pourra être prise en compte dans la part des espaces verts. Pour autant, ce n'est pas vraiment un espace perméable dans le sens où l'eau qui tombe sur le toit ne va pas s'infiltrer et devra être reportée à travers des chenaux, des tuyaux, etc. Donc c'est vraiment la double articulation entre ce coefficient d'espace vert et ce coefficient d'espace perméable qui nous permet de combiner un petit peu tous les enjeux que l'on pourra avoir. Donc les toitures végétalisées, plutôt espace vert, mais pas espace perméable. Est-ce qu'il y a des espaces perméables qui ne sont pas verts? Oui, il pourrait y avoir par exemple un chemin avec des petits graviers, par exemple, qui seraient perméables, mais sans être spécialement engazonnés ou plantés. Et du coup, ça peut être perméable sans être vert. Ou des espaces verts qui peuvent ne pas être perméables. Voilà aussi. C'est-à-dire, par exemple, des jardinières, des énormes jardinières peuvent être considérées comme des espaces verts de végétalisation, mais sans être perméables. Un terrain synthétique, par exemple, de foot, c'est quoi? Non, c'est pas considéré comme un espace vert. Oui, c'est perméable. Mais oui, il peut être perméable. Et je pense que dans le sujet, vous avez dû omettre de parler de l'évapotranspiration. Est-ce que vous pouvez... je crois que j'ai pas forcément compris ce que vous... En fait, quand vous parlez des espaces verts qui sont sur les toitures, effectivement, c'est des espaces qui sont perméables dans le sens où l'eau s'écoule dans les réseaux urbains. Donc l'objectif, c'est de limiter cet écoulement. Et il y a une partie qui peut être évapotranspirée par ces végétalisations en toiture. Et c'est un sujet, il me semble, qui n'est pas du tout évoqué. Alors après, on est sur le PLU gère déjà énormément de choses. Hein, donc la réglementation ne va pas légiférer sur la question de l'évapotranspiration. Elle apporte déjà un certain nombre d'informations et d'attentes de la part du pétitionnaire sur des exigences de construction qui sont devenues de plus en plus importantes dans le temps. Hein, et les PLU, même d'il y a 5-6 ans, n'avaient pas ce degré d'exigence. Mais après, ce qui régit ça, c'est le code de la construction, c'est les lois qui vont imposer la réglementation énergétique 2020. Le PLU ne comprend pas forcément tout ça. Voilà. Donc l'évapotranspiration, c'est pas quelque chose qu'on va demander au niveau du permis de construire. Voilà, et donc effectivement, pour compléter ce qui vient d'être précisé, en fait, on va dire que c'est un petit peu différent entre ce qui est régi par le code de la construction et par le code de l'urbanisme, dans le sens où les règles qu'on va mettre en œuvre dans un document d'urbanisme, dans un PLU, doivent ensuite pouvoir être vérifiées dans le cadre de l'instruction des permis de construire qui vont être soumis à la collectivité. Et là aussi, dans le cadre d'un dépôt de permis, on a certaines pièces qui peuvent être demandées, mais on ne peut pas demander toutes les informations, et notamment un degré d'évapotranspiration ou selon le choix des matériaux qui vont être faits, etc. Ça ne fait pas partie des pièces qu'aujourd'hui on est en droit d'imposer dans le cadre d'un permis de construire, par exemple. Donc à ce titre-là, même si on voulait rajouter une règle, de toute façon, on n'aurait pas la possibilité de la vérifier par ailleurs. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu limité, et effectivement, je suis tout à fait personnellement d'accord avec vous, on a beaucoup d'autres enjeux, beaucoup d'autres éléments qu'on pourrait prendre en compte et qu'on pourrait rajouter pour avoir un document qui soit encore plus qualitatif que celui qu'on va proposer.
mais on est un petit peu limité aussi par les possibilités que nous donne le code de l'urbanisme. Et aujourd'hui, l'évapotranspiration ne fait pas partie des éléments que le code de l'urbanisme nous permet de traiter. Oui, moi j'ai une question à propos de la dernière réunion qu'on a eue ici sur le PADD. Madame Marjorie, excusez-moi, j'ai oublié votre nom. Pas de problème. Vous avez dit, si vous avez des questions, si vous avez des choses à discuter, je vous conseille de le faire pendant la phase de concertation. En ce qui nous concerne, nous, qui habitons au même endroit, on a posé la question, on a demandé des rendez-vous plusieurs fois et de manière différente, et on n'a pas eu de réponse. Alors, on a eu ces informations. Je me permets de prendre la question, même si je suis arrivée depuis peu de temps sur la collectivité. Ça fait 2 mois que je suis là, parce que ces tout derniers jours, on a fait justement même avant les fêtes, on a eu vos demandes de rendez-vous. J'ai eu quelqu'un chez Foncia, qui est l'ASL, le syndic qui gère votre ASL. C'est le lotissement Les Perreuses, j'imagine. Et du coup, un rendez-vous lui a été proposé à la personne que j'ai eue comme interlocutrice. Elle m'a dit qu'elle vous rencontrait, que vous aviez une rencontre qui était prévue le 4 janvier, et que dans le cadre de cette rencontre, elle verrait avec vous quelles étaient vos attentes et qu'elle reviendrait vers nous. Voilà où nous en sommes. Et donc, j'attendais son retour de confirmation de la date qui a été proposée pour vous rencontrer. Oui, mais on vient d'entendre que le conseil municipal va voter la semaine prochaine. Est-ce que c'est bien vrai? Non, le 7 février. Ah, donc on a encore un petit mois pour discuter avec Madame le maire. Bien sûr. C'est à Madame le maire qu'on s'adressait. Oui. Mais c'est bien une réunion qui vous est proposée, il me semble, le 18 janvier. Ceci dit, la première fois qu'on a posé une demande de rendez-vous, c'était quand même il y a 1 an. Et il y en a eu d'autres au mois d'avril, et il y en a eu d'autres au mois d'octobre et novembre. Ça paraît bizarre. Pourquoi on n'a pas eu de réponse avant? Pourquoi vous n'avez pas eu de réponse avant? En tout cas, vous avez la réponse pour le mois de janvier 2022, qui est effectivement certainement tardif. Mais de mémoire, après c'est vraiment très particulier, je ne vais pas non plus... et notre rencontre permettra aussi d'éclaircir... vous étiez... on était à ce moment-là aussi sur une mise en compatibilité du PLU au niveau de la ZAC, et c'est vrai que les dossiers pouvaient aussi être... mélangés, et on a aussi, pas retardé, mais en tout cas... On a attendu d'avoir tous les éléments par rapport à cette mise en compatibilité avant de vous rencontrer. Mais le dernier élément, la dernière demande de rencontre que vous avez faite, on y répond aujourd'hui par la manière dont on vous a donné Madame Struffi. Mais la première demande qu'on a faite il y a 1 an, ça n'avait rien à voir avec la ZAC. C'était sur le PLU général. Alors, si effectivement il y a 1 an, vous auriez souhaité nous rencontrer, on venait de voter il y a 1 an notre PADD, et on n'était pas suffisamment avancé pour vous rencontrer, pour vous parler du PLU et de la manière dont aujourd'hui on en a fait une transcription. C'était sur le PADD qu'on aurait pu discuter, mais le PADD était effectivement voté, et on n'était pas suffisamment avancé dans la démarche. Et je vous rappelle aussi qu'à l'époque, quand vous l'avez demandé, on était dans une situation sanitaire qui ne facilitait pas non plus les rencontres. Bon, on ne va pas épiloguer pour tous les gens qui sont là. Puisque rendez-vous est pris pour le mois de janvier, et je vous invite à répondre. En 1 an, une réponse seulement aujourd'hui. C'est curieux. Non, pas aujourd'hui. Ah bah si. Allez voir avec votre syndic. Dans notre syndic, on avait un conseil syndical, effectivement, le 4 janvier, qui nous a été accordé il y a seulement quelques jours, juste avant le 4 janvier. Et c'est quand même pas là que tous devaient se décider et se discuter quand même. Depuis 1 an, madame. Merci, monsieur.
Merci pour votre présentation, c'était très clair. Moi, j'ai juste un éclaircissement sur le point de vue de la mairie de Ville-Lagrand sur les maisons. J'habite à Cornières, donc dans un quartier résidentiel à faible densité du coup. Pas très faible densité, mais faible densité. Et je vois de plus en plus, d'ailleurs même dans la rue du Foron, qui est un quartier à faible densité, des terrains qui sont divisés en plusieurs... qui sont achetés par un seul propriétaire et qui fait des maisons carrées. Et qui va vraiment jusqu'au maximum des 7 mètres qui sont donnés, et puis où il y a quand même une densité assez importante. Et puis surtout, ce style de maison carrée. Je voulais savoir le point de vue du nouveau PLU par rapport aux toitures qui ont une pente, ou est-ce que maintenant la maison carrée va devenir, comme à Genève d'ailleurs, je le vois beaucoup, la nouvelle forme de maison dans ce genre de quartier résidentiel? Alors, concernant les pentes de toiture, puisque la question, je la comprends comme ça, arrêtez si ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on est soumis aussi à un contexte législatif qui ne nous permet pas d'interdire les toitures plates, notamment. Et du coup, ça génère des formes architecturales qui parfois peuvent être... en rupture avec un environnement architectural déjà existant sur certains territoires. Pour autant, la loi ne nous permet pas d'interdire totalement ces formes urbaines-là, ces formes architecturales-là. Donc on doit composer avec. On essaye, et c'est en ça où justement le document des OAP, puisque la loi, c'est-à-dire dans le règlement, on ne peut pas l'interdire, mais par contre, dans le document des OAP, on va inciter à des formes, en tout cas soit des volumétries, soit des formes qui soient un petit peu plus en cohérence avec l'environnement bâti. Et il faut savoir que dans le cadre d'une OAP, on doit instruire donc, dans un rapport de compatibilité et non pas dans un rapport de conformité comme avec le règlement. Et avec cette compatibilité, si on estime que le projet n'est vraiment pas compatible avec l'esprit de l'OAP, on peut refuser un permis qui peut être proposé, par exemple. Donc on a cette possibilité-là. Et l'objectif de l'OAP, c'est vraiment, donc de l'orientation d'aménagement et de programmation, c'est vraiment d'aller vers une démarche de projet et de co-construction avec le pétitionnaire. Effectivement, les toitures plates, c'est parfois sans cohérence ou sans lien avec ce qui existe par ailleurs sur les tènements voisins. Il y a aussi des intérêts plus écologiques cette fois qui peuvent justifier aussi de l'intégration de certains projets. Donc après, toute la subtilité, ça va être de trouver vraiment l'équilibre entre une expression architecturale, entre des enjeux plus environnementaux cette fois, et trouver un juste équilibre des choses. Mais interdire complètement des toitures plates ou végétalisées sur un territoire, on n'a pas la possibilité de le faire aujourd'hui. Alors, vous avez eu la réponse réglementaire et la réponse politique, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, dans un secteur où les habitations sont autorisées, enfin la construction est autorisée jusqu'à 7 mètres, si on nous propose des toits pentus, on n'a pas de contre-indication, au contraire. Mais c'est vraiment dans l'aménagement et dans un quartier qu'on peut voir l'assertion architecturale d'un projet. Mais il n'y a pas de contre-indication, bien au contraire, sur certains secteurs, d'avoir des toits pentus. Et il n'y a pas non plus d'obligation dans d'autres secteurs d'avoir des toits plats. C'est aussi la liberté des architectes et des pétitionnaires qui arrivent avec un projet. S'ils rentrent dans le règlement du PLU avec les obligations et les interdictions, on va dire, qu'on vient de nommer, eh bien, on se doit de donner le permis de construire. Mais bien entendu qu'on est très attentif à la qualité architecturale et dans le nouveau PLU, on va dire, on sera aussi très attentif à cette qualité. Ok, merci beaucoup. Juste une dernière précision. À partir du moment où on rénove une maison, est-ce qu'on doit toujours, je sais que dans l'ancien PLU c'était comme ça, est-ce qu'on doit toujours respecter la pente du toit et du coup ne pas faire un toit carré, ou est-ce que ça va changer ?
Ça, c'est pour une rénovation de maison. Si vous rénovez une maison, vous devez respecter le PLU. Donc, vous devez respecter le règlement de la zone dans laquelle s'inscrit la maison. Donc, si cette zone permet de la toiture terrasse ou à l'inverse, impose des pentes de toit, il faut respecter ce qui est écrit dans le règlement. Ok, merci en tout cas. Oui, bonsoir. Félicitations déjà pour votre prestation. La question que je voudrais vous poser, c'est dans les secteurs A, vous parliez d'une place par logement. D'accord ? Maintenant, vous savez très bien que dans les familles, vous n'avez pas qu'une voiture. Vous en avez beaucoup plus, 2, des fois parfois 3. Qu'est-ce que vous pensez de ce problème ? Donc effectivement, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir anticiper et accompagner les changements de comportement en matière de mobilité. Vous comme moi, hein, j'ai 2 voitures chez moi, voilà, une pour moi, une pour mon mari. Après, j'ai aussi dans mon entourage des jeunes qui n'ont pas envie de passer leur permis de conduire et qui se déplacent différemment, plus en vélo ou en covoiturage, ou voilà. Donc ce que j'entends par là, c'est que la réalité qu'on connaît aujourd'hui ne sera peut-être pas celle de demain. Et nous, le PLU, il faut qu'il tienne une dizaine d'années. Donc c'est aussi tout l'enjeu de pouvoir anticiper au maximum des évolutions en matière de mobilité. Et on considère que dès lors qu'on est à proximité du pôle d'échange multimodal de la gare, on a différentes possibilités de mobilité qui sont proposées au-delà de simplement une voiture individuelle. Et donc, en contraignant les possibilités de stationnement privé, on espère pouvoir orienter aussi vers ce report modal et vers l'usage d'autres types de mobilité. Je peux vous dire, vous êtes très optimiste. Juste peut-être ajouter que le PLU, il se doit aussi d'être en compatibilité avec le SCOT, hein, vous l'a présenté, mais avec d'autres documents, on va dire, supracommunaux, qui sont le PLH, hein, pour l'habitat, mais qui sont aussi le PDM, donc le plan de mobilité. Et on se doit aujourd'hui de répondre à ces documents et ces obligations, on va dire, dictées par la loi. Donc c'est vrai, je suis comme Marjorie très, très optimiste, mais je crois qu'on se doit aussi, dans un secteur où la mobilité est favorisée par les transports publics, aussi être moteur, incitateur, voilà, d'une autre mobilité. Oui, ce qui est embêtant, c'est des secteurs à forte densité où il y a le moins de places de parking. C'était une évolution, je connais le problème, hein, c'est pas seulement sur votre secteur, mais sur d'autres secteurs de la commune. Il faut qu'on soit très volontariste et très ambitieux sur cette transition, finalement, de la mobilité. Mais elle doit être accompagnée, elle ne peut pas se faire non plus brutalement. Alors, oui. Après, vous parlez de secteurs à forte densité, c'est justement ces secteurs-là qui sont les mieux desservis en transport en commun. Donc, c'est pour ça que ces secteurs-là sont définis comme pouvant permettre moins de places de stationnement parce qu'il y a des arrêts et que le service de déplacement et de mobilité existe. Mais effectivement, dans des secteurs plus ruraux, on va dire, et du coup moins denses, forcément, souvent ça va de pair, les transports ne vont pas forcément jusqu'à ces secteurs-là, et donc on permet là d'aller jusqu'à 2 places de stationnement par logement. Merci. Ça marche, oui. Donc, ces familles qui ont 2 voitures, ils ont aussi des visiteurs. Donc la question, c'est que font les visiteurs? Est-ce qu'ils empruntent les transports en commun? Ça veut dire qu'on isole aussi ces habitants qui habitent en centre-ville. La deuxième question, c'était que vous avez dit que l'arrêté du projet, vous allez le prendre dans une semaine, début février. Je voulais savoir s'il y avait des zones qui évoluaient. Les zones pavillonnaires peut-être, en zone d'immeuble ou l'inverse. Vous voulez dire dans le PLU qu'on va présenter Dans le nouveau PLU, est-ce que des zones, des secteurs qui sont pavillonnaires aujourd'hui, est-ce qu'ils risquent d'évoluer en zone immeuble? Alors, sur des...
Et quand c'est qu'on aura cette précision? Sur la question, on va se partager sur la question des places visiteurs. C'est une obligation du document d'urbanisme de prévoir des places pour les visiteurs en plus des places de stationnement qui sont prévues pour les habitants. Donc, dans le 1 place de stationnement par logement, vous avez une obligation au-dessus de ça de prévoir des places visiteurs. Donc des parkings. Après, c'est une place imposée par tranche de surface de plancher ou de nombre de logements. Vous n'avez pas une place de visiteur par logement. Mais il y a des places de visiteurs qui répondent à chaque opération. Tout à fait. Sur 102 logements, par exemple, ce qui a été fait à la rue Hénon, il y a, je crois, 5 places visiteurs. Là, ça peut poser quand même des problèmes importants. Après, c'est vrai que les places de visiteurs sont limitées aussi. Hein. Oui, je comprends tout à fait, mais après, il faut être logique. On ne peut pas renvoyer aux citoyens les problèmes qu'on génère, si vous aimez mieux, par des décisions qui sont prises et qui ne sont pas adaptées à une réalité de vie de tous les jours. C'est la loi. Et ce n'est pas les parkings qui se situent dans ce coin qu'on peut voir. Et on arrive à des troubles à l'ordre public liés à ce problème. Concernant la seconde partie de votre question sur les zones qui risquent d'évoluer, voilà, qui sont potentielles, on a identifié ce que je vous montrais tout à l'heure dans le diaporama, des secteurs de renouvellement urbain. Et effectivement, ce sont des secteurs où il y a déjà une évolution, une mutation, où là on avait 1 ou 2 maisons, on voit transformées par des opérations de collectifs à la place. Et donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir encadrer au maximum ces opérations, éviter que ce soit des opérations qui partent un petit peu, on va dire, au coup par coup et sans cohérence avec une trame urbaine qui serait déjà existante. Et ce sont donc principalement les secteurs de renouvellement de niveau 1 et de niveau 2 qui vont permettre ces évolutions-là. Mais l'objectif, c'est vraiment de pouvoir, alors il y a une évolution certes, mais de pouvoir contenir aussi ces évolutions, de les limiter alors en termes de gabarit des constructions admises, en termes également de maintien d'espaces verts ou d'espaces perméables, comme on l'évoquait tout à l'heure, pour justement trouver aussi une articulation qui, tout en permettant le développement de ces secteurs, maintiennent quand même le caractère un peu spécifique et aéré sur ces secteurs-là. Donc on aura les précisions dans l'arrêté que vous allez prendre le 7 février ? Vous les avez déjà là Oui, attendez, je vais les réafficher. Oui, si vous pouvez les réafficher pour que ce soit clair. Oui. Alors, il faut que je les passe une par une, c'est un petit peu plus long, mais on va y arriver. Je crois que c'était UH2, ce que vous avez... UHR1 et UHR2. Oui, UHR2, voilà. Oui. Donc, c'est ce que vous voyez. Donc là, c'est une zone qui va être déclarée en zone immeuble ou maintenue ? C'est pas des zones immeubles, c'est-à-dire simplement, on autorise les mutations qui sont déjà engagées, et par contre, on les encadre davantage qu'elles ne l'étaient aujourd'hui. C'est-à-dire, je prends un exemple concret. Quelqu'un vend sa villa à un promoteur, il pourra faire un immeuble. Ça dépend de la taille de la parcelle qui est proposée. Il y a plein de critères à devoir respecter. Cette zone, ce sera plus limité à 7 mètres. Ça dépend des zones. En fait. Oui, ça dépend des Et quand c'est qu'on aura la précision ? C'est dans l'arrêt du PLU le 7 février. C'est ça. C'est ce que je posais comme question. Voilà, tout à fait. Mais on aura ces précisions. Non, si, on peut. Oui. Alors juste, une précision par rapport à ce que vous évoquez. Le document qui va être arrêté par le conseil municipal, comme toute décision du conseil municipal, sera public. Simplement, les documents seront mis en ligne ensuite dans le cadre de l'enquête publique. Mais concrètement, à l'issue du conseil municipal, alors il faut laisser quelques jours le temps de la reproduction des documents, mais il y aura un exemplaire qui sera disponible, mais je parle sous votre couvert, au service urbanisme et qui pourra être consulté.
Simplement, les remarques éventuelles ne pourront être formulées que dans le cadre de la future enquête publique. Mais les documents pourront être portés donc en à la fait, à l'issue du conseil municipal, le règlement et les documents graphiques seront à la disposition du public à ce moment-là. Voilà. D'accord. Ok. Très bien, merci. Oui, voilà, sur rendez-vous alors, pour être très clair, sur rendez-vous au service de l'urbanisme, mais pas en enquête publique comme on le fait au niveau de l'accueil de la mairie. C'est bien un rendez-vous, mais c'est rendu public. C'est consultable. Mais c'est consultable, voilà. Bon, mais pour faire suite à la question de mon collègue, Madame Marjorie, excusez-moi, j'ai toujours pas votre nom en tête. C'est pas grave. Vous nous avez conseillé de nous adresser à la mairie pendant la phase de concertation qui dure depuis 1 an, qui va durer encore, semble-t-il, un petit mois. Oui. On n'a fait que ce que vous nous avez conseillé de faire. Je l'entends. Mais on n'a pas eu de réponse. On ne nous a même pas répondu oui ou non. Je pense que les réponses vont arriver. Voilà, après, elles ne sont pas à ma portée. Pas après l'arrêté. Après l'arrêté, c'est plus la peine. Non, alors simplement, donc juste pour revenir là-dessus, effectivement, il y a une phase de concertation qui a été engagée dès la mise en révision du document d'urbanisme, et un bilan de la concertation va être dressé simultanément à l'arrêt de la procédure. Donc on va faire le point effectivement sur toutes les mesures de concertation qui ont été mises en œuvre, toutes les contributions, puisqu'il y a un registre qui a été ouvert en mairie pour recueillir toutes les contributions éventuelles qui portent sur un intérêt général. Tout ce qui est intérêt particulier individuel, ce sera fait dans le cadre de l'enquête publique sous couvert du commissaire enquêteur. Et donc, pour tout ce qui relève d'un intérêt général, c'est pendant la phase de concertation. Et ensuite, on tirera le bilan de la concertation le 7 février. C'est pas ce que vous nous avez dit, non, vous nous avez Ah, bah si, je vous ai toujours dit qu'effectivement, nous sommes encore en phase de concertation jusqu'au 7 février. Donc, on a encore, tout le monde a la liberté d'intervenir dans ce cadre-là. Maintenant, voilà, il y a un rendez-vous qui vous est proposé. On a compris. J'aimerais poser une question sur un autre sujet. J'aimerais d'abord vous remercier pour la présentation et aussi pour le contenu du document, qui est fort bien fait, fort intéressant. On a, je pense, une chance aussi importante sur la commune de Ville-Lagrand. On est traversé par une voie ferrée et en fait, il y a le Léman Express. Et j'ai pas vu de projet en matière de mobilité qui permettrait peut-être à terme d'avoir un arrêt, soit, on va dire, à proximité du centre-ville et puis du collège Saint-François, soit éventuellement, aujourd'hui, on a un park and ride en haut de la zone industrielle, sur la commune de Juvigny, vers le Leroy Merlin. Mais en fait, on est à 200 ou 300 mètres de la voie ferrée qui est en contrebas, et on demande aux gens de prendre le bus pour aller au centre-ville, alors qu'on aurait pu faire ce park and ride, on va dire peut-être quelques centaines de mètres plus loin, et aller à pied en bordure de voie ferrée à Juvigny. Bon, ça c'est pas, je dirais, en dehors de votre responsabilité, mais globalement, est-ce que dans ce PLU, moi j'ai pas vu l'opportunité d'avoir un arrêt Léman Express vers Ville-Lagrand alors qu'on est traversé par cette voie ferrée. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Est-ce qu'il y a moyen d'agir au niveau du PLU pour permettre ça à terme? Voilà, merci. Alors, pour le coup, un arrêt Léman Express, vous voulez dire prendre le train? De ville. Voilà. L'idée est effectivement de prendre le train depuis le centre de Ville-Lagrand, voire depuis le park and ride entre Cray et Juvigny. Voilà, donc en fait, c'est un petit peu la question, oui. Oui, alors déjà, oui, effectivement, ça dépend pas de nous. C'est la SNCF qui aujourd'hui est plutôt sur une rentabilité de trajet et de rapidité pour aller d'un point à un autre. On sait que le Léman Express aujourd'hui, il passe très souvent, mais pour relier, on va dire, le Chablais sur Annemasse. Par contre, ce que je peux vous apporter comme réponse, c'est la Via Rona,
qui va donc être créé sur la Via Rona, qui est donc un lieu de mobilité douce, enfin en tout cas de mobilité active, de la gare jusqu'à Machilly, hein, si je parle du territoire de l'agglomération, qui pourra permettre avec facilité de rejoindre la gare sans utiliser sa voiture. Donc il n'y aura pas forcément d'arrêt au niveau du PN49, on va dire, au niveau du Juvénat, mais en tout cas un moyen de mobilité pour aller de cet endroit-là sans utiliser sa voiture pour aller prendre le train à Annemasse. En aparté, j'ai une petite question concernant le Pont Noir. Vous avez des nouvelles à nous donner concernant la réfection ou le doublage du pont? Le Pont Noir. Le Pont Neuf. Ou le Pont Neuf, oui. Le Pont Neuf est le nouveau Pont Neuf, on va dire, puisque c'est vraiment un nouveau pont qui se construit en parallèle, va être engagé sur l'année 2022-2023, qui sera donc un pont uniquement routier, puisque l'ancien pont neuf deviendra un pont uniquement réservé à la mobilité douce, piétons et cyclistes. Donc c'est un projet qui a été présenté il y a quelques temps au niveau de l'agglomération, puisque c'est un projet d'agglomération, et vous pouvez retrouver d'ailleurs le projet sur l'agglomération en vidéo. Merci. Bien. Eh ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie de votre attention. Je remercie les acteurs de cette réunion. Et je vous donne rendez-vous au prochain conseil municipal, puisque c'est aussi un conseil municipal public, donc le 7 février. Et ensuite, on sera à votre écoute pour l'enquête publique et les réflexions qui pourraient venir après cet arrêt voté en conseil municipal. Merci, bonne soirée.